tout cas, bienvenue aux matinaux et aux courageux du samedi matin, parce qu'il fallait se lever avec ce temps maussade. On va attendre quelques minutes, mais on nous attend aussi en ligne, parce que notre partenaire Global nous broadcast sur les réseaux. Et donc on va être en direct, en live. Ah, c'est toi ? Bonjour avec le quart d'heure de retard réglementaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Collège des Bernardins. Bienvenue dans ces murs chargés d'histoire. Bienvenue dans ce lieu de formation, de création, de recherche, de dialogue et débat, où chacun peut exprimer ses convictions. Ce que nous essayons de faire, c'est de placer l'homme au centre du débat et d'élaborer des messages d'espérance. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ça sera le cas et qu'il y aura beaucoup d'espérance, d'engagement, de propositions et de perspectives. On est particulièrement heureux d'accueillir cette grande conversation sur l'Europe et je voudrais vraiment remercier Guillaume Clossat et toute son équipe, toute l'équipe d'Europa Nova, d'avoir initié et porté ce projet. Merci aussi à tous les intervenants d'avoir répondu présent. Je vous souhaite une excellente journée. Alors je crois qu'on est en direct sur Global, ça veut dire qu'on peut nous voir maintenant dans l'Europe et dans le monde entier. Ils ont fait une super promo sur le web, ce qui veut dire qu'il y a des spectateurs matinaux qui nous regardent en France, en Europe, peut-être même en Chine. Je regarde Cédric Denis-Rémy. Je voulais vous dire que ce matin, nous avions décidé, Cédric Villani, Cynthia Fleury, moi-même, nos amis qui vont participer à cette journée, de faire une grande conversation sur l'Europe et de réunir ceux qui, dans leur discipline, la science, les technologies, l'industrie, la banque, l'Europe, la philosophie, ont envie de changer la donne sur ce continent et s'y engagent dans leur vie personnelle avec soit des combats associatifs, soit des combats professionnels, soit des combats scientifiques, soit des combats politiques. Et une conviction, c'est que l'Europe, l'ADN européen, c'est la créativité, c'est cette capacité à unir diversité et unité. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. On est à un moment particulier de l'histoire européenne, d'une part parce qu'on célèbre l'histoire longue, c'est le 100e anniversaire de la guerre de 14, une triste commémoration, mais qui est à l'origine de l'Europe moderne avec la Deuxième Guerre mondiale. On est aussi 25 ans après la chute du mur de Berlin. Et la chute du mur, il y a un avant et un après, parce que rappelez-vous, nous étions, certains d'entre nous, encore petits, mais nous avons été élevés dans un monde où nous avions peur de l'autre. Nous avions peur à tout instant d'une explosion atomique, et l'Europe était coupée en deux. 25 ans après, nous avons réussi l'unité européenne, mais nos frontières tremblent et le chaos nous entoure. Nous avons un défi, c'est nous penser ensemble. La crise économique et financière n'a pas tué l'Europe. L'Europe a résisté, mais l'esprit européen a besoin d'un nouveau souffle. Et nous croyons que c'est la responsabilité de notre génération, qui est la première génération Erasmus, celle dont le moment fondateur est la chute du mur, que de donner ce nouvel élan. Dans le monde d'hier, Stefan Zweig écrivait, dans un chapitre qui concerne 1913, nous pensions tous que les intellectuels, les syndicalistes, les hommes d'État, Jean Jaurès, allaient s'unir pour empêcher la guerre, et nous n'avons rien fait. Et ma génération a regardé en spectateur. Et il a toujours regretté ce regard spectateur de ne pas s'être engagé. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et que le sujet, c'est l'engagement, et ça tombe bien puisque c'est le thème de cette journée. Je voudrais remercier les Bernardins pour nous accueillir dans ce lieu d'histoire qui est au cœur de la philosophie, de la spiritualité, de la mobilité européenne. Erasme l'aurait énormément aimé, peut-être qu'il y a
il a même été dans ces murs. Je voudrais remercier aussi les partenaires du programme de jeunes leaders européens, notamment Huawei et Beauty Santé, qui sont partenaires aussi de cette conférence. Et puis surtout Eric Valmire, que j'appelle à mes côtés, puisque c'est lui qui va animer cette journée. Vous le connaissez tous, c'est une des grandes voix de France Inter. Et il a innové en faisant une tournée européenne avant les élections européennes et en allant dans toutes les capitales et en rencontrant des Européens avec humanité et profondeur. Et donc j'ai vraiment la joie de l'accueillir pour animer cette journée. Donc Eric, je te passe la parole. Merci beaucoup Guillaume. En fait, même si de belles paroles vont être prononcées ici toute la journée, vous avez le programme sous les yeux. L'intention première, celle de Guillaume, c'est de ne pas faire un discours de sophiste, mais véritablement de formuler des idées concrètes, d'échanger avec vous aussi. On n'est pas là pour faire un monologue avec une succession d'intervenants au micro. On est là aussi pour répondre à vos questions. Vous êtes venus ici, la thématique vous intéresse, donc vous avez des questions à poser certainement aux intervenants qui vont se succéder. Et à travers 2 questions fil rouge qui vont rythmer la journée, que faisiez-vous lors de la chute du mur? Et aujourd'hui, demain, quels engagements concrets êtes-vous prêts à prendre pour l'Europe ou pour une Europe différente? Ces questions-là, ces réponses, surtout les réponses qui seront apportées, vont constituer une sorte de plateforme de propositions concrètes, politiques, car c'est de bien de cela qu'il s'agit, construire une Europe politique qui fait un peu défaut et qui est déconnectée du citoyen. Vous connaissez tout aussi bien que moi le diagnostic. Donc pour ces différentes raisons, nous avons décidé de faire appel à des acteurs très différents de la génération Erasmus ou autres, qui sont chacun des spécialistes dans leur domaine d'activité et qui peuvent apporter des idées concrètes pour justement constituer une autre Europe. Nous allons démarrer, puisque nous avons pris un quart d'heure de retard, on ne va pas se perdre en palabres, on va essayer d'être précis et juste et aller droit au but, dans le vif du sujet. Je vais donc appeler Antoine Arjagowski, que l'on connaît bien ici au Collège des Bernardins, puisqu'il est directeur de recherche, et puis il est aussi surtout grand chercheur et spécialiste de la Russie et de ses relations avec l'Europe. Il vient de publier « Russie-Ukraine, de la guerre à la paix ». On aura l'occasion de parler justement de l'Ukraine, des relations avec la Russie et aussi des relations avec l'Union européenne. C'est un des thèmes majeurs de l'actualité aujourd'hui. Et puis François Villeroy de Gallo, que l'on connaît pour être le directeur général délégué de BNP Paribas, mais qui formule aussi dans un opus très intéressant publié chez Odile Jacob « L'espérance d'un Européen ». Une idée nouvelle de l'Europe. Si ça ne vous ennuie pas, ce sera ma place. Mais... Ah, non, mais... Ça commence très bien. Ouais. L'espérance d'un Européen. Et dans espérance d'un Européen, il y a espoir, quand on sait que pour le moment, l'espoir est plutôt synonyme de désespérance aux yeux des citoyens. Tour à tour, tous les deux vont donc prendre la parole une dizaine de minutes pour parler justement des défis et surtout de leur vision 25 ans après la chute du mur, entre les attentes qu'avait suscité la chute du mur et où nous en sommes 25 ans après. Je ne sais qui l'un de l'autre souhaite. Antoine Arjagowski, alors la parole est à vous. Merci Eric, bonjour à tous. Un plaisir pour moi d'être parmi vous avec Guillaume Clossat, que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans des capitales européennes cette année, parce que nous participons ensemble à un projet important, je crois, avec José Manuel Barroso et Herman Van Rompuy, d'un nouveau récit pour l'Europe. Comment écrire un nouveau récit pour l'Europe ? C'est une question qui va aboutir mardi prochain à Bruxelles, où on va se retrouver, où on va présenter un livre et une déclaration commune. Comment écrire une nouvelle histoire pour les Européens, une histoire qui soit une histoire conjointe. Et ici, au sein du département de recherche Société Liberté Paix, que j'anime avec le père Antoine de Romanet, qui est ici et qui interviendra cet après-midi, nous avons un séminaire qui porte justement sur la question des Européens, mémoire, identité, imaginaire des Européens, qui va aboutir à un colloque le 21 mai prochain, et à un projet d'histoire européenne de l'Europe avec une trentaine d'historiens européens. Donc c'est dire que pour moi, c'est un plaisir d'être là. Et c'est un plaisir aussi de vous dire 2-3 choses
qui me paraissent importantes, puisque l'idée c'était de tirer les enseignements 25 ans après. Il y a 25 ans, j'avais 22 ans, j'étais à Moscou coopérant, je n'étais pas de la génération Erasmus, j'étais de la génération VSNA, les volontaires du service national de l'administration française, et j'étais donc attaché pour le cinéma à l'ambassade de France, et voilà, je rencontrais des gens comme Wim Wenders ou Naum Kleman, le directeur de la maison du cinéma à Moscou, et l'Union des cinéastes en particulier, qui était à la pointe de la perestroïka. On faisait des festivals de cinéma, on faisait plein de choses intéressantes, et puis voilà, badaboum, le 9 novembre 89, avec cette chute du mur de Berlin, et à partir de ce moment-là, je suis resté 20 ans en Russie et en Ukraine, où j'ai travaillé pour les services culturels du Quai d'Orsay, et ensuite pour créer un institut d'études écuméniques à Lviv, en Ukraine occidentale. Et donc, voilà, j'ai été marqué par cette chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, 25 ans après, finalement, s'il y avait pour moi deux choses à retenir de cet événement au temps présent, et qui ont marqué, à mon avis, dramatiquement l'histoire, c'est premièrement que, à la différence de la chute du nazisme, il n'y a pas eu de procès du communisme. Ça, c'est pour moi un point essentiel, au point même qu'on a dit, finalement, le communisme s'est effondré de lui-même, et c'est très bien comme ça, il n'y a plus que la Corée du Nord, peut-être Cuba encore, à croire dans le communisme. Et on a cherché à intégrer la Russie au sein des institutions européennes et mondiales, avec partenariat au sein de l'OTAN, intégration au sein du Conseil de l'Europe, intégration au sein du G8, etc. Et on a fait comme si le communisme n'existait plus. Eh bien, pour moi, c'est une erreur dramatique, à la fois des Occidentaux et des citoyens de l'ex-Union soviétique. Et on le voit aujourd'hui dramatiquement avec un retour en force du projet de URSS 2.0 porté par le président Poutine. Encore hier, à Sotchi, dans le cadre du club Valdai, Poutine a rappelé que c'était son objectif. On a vu que cette année, on avait dressé à nouveau une statue à Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, l'ancêtre du KGB, sur la place de la Loubianka, là où il y a eu tellement de tortures au XXe siècle. Pour Stéphane Courtois, il y a eu plus de 100 millions de morts au XXe siècle liés au communisme. Eh bien, non seulement on ne fait pas le procès du communisme, non seulement on publie de nouvelles histoires de la Russie, là, avec l'Académie des sciences de Russie, à la gloire des grandes figures comme Lénine et Staline, mais on réédifie des statues à l'honneur de Dzerzhinsky au centre de Moscou. Et ça, bien entendu, que ça a provoqué en retour une prise de conscience chez certains peuples de l'ex-Union soviétique. Je ne parle pas des pays baltes, de la Pologne, de la Tchéquie, de la Hongrie. C'est un travail qui a été fait dans les années 90 jusqu'à leur intégration, essentiellement jusqu'à 2004. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est la prise de conscience avec cette révolution de la dignité, qu'il faut faire le procès du communisme. Et c'est la raison pour laquelle, il y a encore 2 semaines, la plus grande statue de Lénine en Ukraine est tombée à Kharkov. Donc voilà, c'est une première série de discussions et d'enseignements que je pense qu'il faudrait absolument avoir dans la discussion. Et puis il y a un autre, à mon avis, élément avec le recul qu'il faut avoir absolument cette fois en France, et ça nous concerne directement en France, en Europe, aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas eu de critique de la science politique. La science politique, celle qu'on enseigne à la Sorbonne ou à Sciences Po ou à Harvard ou au King's College, eh bien, n'a pas vu venir la chute du mur de Berlin. J'étais bien placé pour suivre ça de près. Et voilà, en France, on a dit qu'Hélène Carrère d'Ancos avait vu la chute du communisme en parlant d'un empire éclaté. En réalité, elle ne voyait pas du tout la chute du communisme, et il n'y avait pas de soviétologue en France qui ait pu orienter les politiques, d'où toutes les difficultés du Quai d'Orsay et de François Mitterrand en particulier pour traiter la question de la réunification de l'Allemagne. Donc c'est clair, tant du côté français que du côté américain, on a vu des penseurs comme Francis Fukuyama annoncer la fin de l'histoire, ce qui nous fait rire aujourd'hui, mais ça a pourtant eu lieu en 91.
Et on a vu dans les années 94-95 un grand professeur de Harvard, Samuel Huntington, dire les idéologies sont mortes, on rentre dans une nouvelle époque, l'époque des civilisations, et il faut respecter les civilisations, sinon il va y avoir un clash des civilisations. Et alors cette thèse, elle est enseignée maintenant dans tous les instituts d'études politiques partout dans le monde. Et quand vous lisez le livre de Fukuyama, vous vous rendez compte que, eh bien, pour lui, puisqu'il y a un choc des civilisations et qu'il faut éviter le choc des civilisations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper l'Ukraine en deux. En coupant l'Ukraine en deux, eh bien, finalement, ça évitera le choc des civilisations. Il y aura l'Ukraine de l'Ouest, ukrainophone et catholique et pro-polonaise. Et puis, il y aura l'Ukraine de l'Est, russophone, orthodoxe. Et comme ça sera très bien. Le malheur, c'est que Poutine l'a pris au pied de la lettre. Et il n'y a pas très longtemps, l'ancien ministre des Affaires étrangères polonais, Sikorski, a annoncé que Poutine avait proposé à Donald Tusk un partage de la Pologne il y a quelques années. On sait que ça fait partie des visées de la politique étrangère de Russie. Or, l'Ukraine nous a montré, lors de la Révolution de la dignité, eh bien, que ce pays était un État-nation bilingue, biculturel, écuménique, et qui cherchait à mettre au-dessus des différences linguistiques, régionales et religieuses quelque chose de fondamental pour une nation européenne, les valeurs de justice et de dignité. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont battus pendant plusieurs mois pour faire cette révolution de la dignité. Donc, pour conclure, je crois que si on tire ces enseignements, à la fois qu'il n'y a pas eu de procès du communisme et que ça a eu des conséquences dramatiques, et qu'il n'y a pas eu non plus de remise en question de la science politique et de sa vision finalement aplatissante de la réalité politique, eh bien, il faut en tirer les conséquences. Et premièrement, il faut revenir peut-être aux thèses d'un professeur de sciences politiques qui, lui, à mon avis, avait une vision profonde des choses. C'est Raoul Girardet, qui a enseigné à Paris, à Sciences Po, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Mythes et mythologie politique ». C'est un livre fondamental parce qu'il dit, pour comprendre le nationalisme, et c'était un spécialiste du nationalisme franco-allemand, eh bien, il faut comprendre que les peuples sont animés par des volontés inconscientes, par le désir d'avoir un passé glorieux et un avenir de justice. Et ça prime sur toutes les vérités conceptuelles. Et tant qu'en France, on n'aura pas compris cette mythologie des peuples, alors on ne comprendra pas le retour du culte du sauveur, le retour de la propagande. C'est un des grands événements quand même de 2013-2014, c'est le retour de la propagande non seulement en Russie, mais dans tous les pays qui sont marqués par Russia Today et par tous les organes de propagande russes. Et donc, c'est en comprenant qu'il y a une mythologie politique que nous pourrons relancer, réétablir un dialogue avec les intellectuels d'Ukraine ou de Russie qui veulent d'abord être reconnus dans leur dignité et dans leur désir de justice. Ensuite, on pourra discuter et passer à une deuxième étape qui était, à mon avis, essentielle, et c'est ce que la France et l'Allemagne ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui a préparé le plan Schuman, c'est une réconciliation des théologies politiques. Finalement, le grand conflit entre l'Allemagne et la France, c'était qui est l'héritier du Saint-Empire romain germanique. C'est pas par hasard que la Grande Guerre a connu plus d'1 million de morts à Verdun. C'est à Verdun qu'a eu lieu le traité de 843 entre les enfants de Charlemagne. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays cherchent à être les héritiers du Saint-Empire byzantin avec sa culture chrétienne et sa culture antique. Eh bien, en France, ce sont des historiens qui ont désacralisé l'histoire, qui ont pris au sérieux la mythologie politique et qui ont permis, avec Georges Duby d'un côté, avec toute une série d'historiens, avec bien entendu Pierre Nora, d'écrire une histoire commune qui distingue le religieux du politique, mais tout en les prenant en compte. Donc voilà, il y a un travail à faire qui est important et qui permettra de construire cette maison européenne dont rêvait Gorbatchev dans les années 90. Voilà, comme introduction, je pourrais en parler très longtemps, mais je propose de m'arrêter là. Merci à vous. Merci. Et ce qui est toujours très intéressant, en fait, c'est de regarder toujours dans le rétroviseur. Parce que pour comprendre le présent, ça paraît comme ça une palissade, mais c'est quelque chose qu'on oublie un peu
aujourd'hui, dans une époque où tout est versatile, où on est dans la culture du présent et du futur proche, de toujours regarder derrière, de toujours faire appel aux historiens, car comprendre le présent et imaginer l'avenir, ça passe aussi par connaître le passé et deux, trois racines. François Villeroy de Gallo, vous allez rester assis, je pense, pour nous parler de sens ou... Si, hein, pour nous parler de l'espérance d'un Européen et des défis qui nous attendent 25 ans après la chute du mur, de ce livre aussi. Guillaume mentionnait tout à l'heure le tour d'Europe que j'ai fait avec France Inter dans une émission produite avec Jean-Marie Colombani l'an dernier. Je trouve beaucoup de similitudes parce que notre intention l'année dernière, ce n'était pas de vouloir faire une démonstration comme on peut le faire en général quand on est dans des médias soupçonnés d'être toujours pro-européens, toujours la culture du soupçon. Notre idée n'était pas de dire il faut à tout prix voter pour les européennes, de mettre en interaction justement les sociétés civiles avec leurs gouvernants et d'aller justement à la rencontre d'autres pays, d'autres capitales, de mieux connaître les Roumains, de mieux connaître les Lettons, de mieux connaître les Danois, de mieux connaître les Espagnols. Et c'est dingue. On sait pourtant dans nos professions à quel point il faut se méfier des stéréotypes. Eh bien, on en a quand même inconsciemment. Et c'est en allant sur le terrain, en allant à la rencontre de ces autres pays qu'on voit à quel point les différences sont énormes et à quel point aussi la relation à l'Europe n'est pas si esquintée, à quel point elle constitue aussi un espoir. Et c'est ce qu'on trouve dans ce livre, L'espérance d'un Européen. Je laisse la parole à François Villeroy de Gallo. Merci beaucoup Éric Vellemire, et puis merci aux Bernardins de nous accueillir, à Europa Nova d'avoir organisé cette belle matinée sur l'Europe. Je veux dire que c'est une vraie joie d'être là ce matin. Et je vais peut-être simplement répondre aux deux questions d'Éric. Que faisiez-vous lors de la chute du mur de Berlin il y a 25 ans ? J'avais 30 ans. Pour être honnête, je ne me souviens pas très bien de ce que je faisais le 9 novembre. Enfin, un sentiment de grande joie, mais je ne sais pas très bien où j'étais. J'ai un souvenir très précis, 4 mois plus tard, ça va vous paraître bizarre, dans une pizzeria à Springfield, Illinois. Alors là, ça nous emmène apparemment un peu loin de notre sujet. Je ne sais pas si vous voyez où est Springfield, Illinois. C'est la capitale perdue de l'État de l'Illinois, dans la grande ville est Chicago. C'est la ville d'Abraham Lincoln et plus récemment de Barack Obama. Qu'est-ce que je faisais dans cette pizzeria un peu glauque un soir de mars 90 ? J'étais à la clôture d'un voyage d'1 mois aux États-Unis avec une quinzaine d'Européens. Le programme avait un nom séduisant, c'était Young European Leaders. À l'époque, on était très sensible à Leaders. Maintenant, pour être honnête, je suis plus sensible à Young. Et on était 3 mois après la chute du mur, et il y avait parmi nous 2 Polonais, un Tchèque. C'était un événement extraordinaire. Et nous avons voyagé pendant 1 mois à travers 6 villes américaines. C'était très bien organisé, très honnête d'ailleurs de la part des Américains. On avait même été à Détroit en pleine crise de l'automobile. Et puis c'était le dernier soir, là, dans cette pizzeria glauque. Et on avait tous senti pendant 1 mois qu'il y avait quelque chose qui nous réunissait, nous, Européens, dès qu'on rencontrait les Américains, mais on n'avait pas très bien explicité ce que c'était qui nous réunissait. Moi, je suis un esprit, j'étais le français du groupe, donc cartésien. Et ce soir-là, entre 2 bouchées de pizza, j'ai posé la question et j'ai dit, écoutez, voilà, on vient de passer 1 mois formidable ensemble. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait notre identité européenne ? Il y a eu un temps de silence parce que je troublais l'absorption des pizzas. Et je me souviens encore, j'ai encore dans l'oreille la réponse de notre collègue finlandais. C'était un grand gaillard du patronat finlandais, un Scandinave. Il n'a pas beaucoup hésité. Il a dit « self-confidence », la confiance en nous-mêmes. On est il y a moins de 25 ans. On a tous senti cette réponse comme une évidence. L'Europe avait confiance en elle-même, beaucoup plus que les États-Unis qui étaient en pleine crise. Tout commençait, 3 mois après la chute du mur, tout allait être possible. Il faut se le dire lucidement, en 25 ans, on est passé de la confiance en nous-mêmes à la désespérance. Alors du coup, j'arrive à votre deuxième question, qui est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on rebondit ? Ah, c'est même plus personnel que ça. Quels engagements vous je prends ? Alors, je vais aussi faire un voyage, parce que moi j'ai beaucoup aimé la démarche que Éric Vellemire rappelait, qui est d'aller rencontrer les Européens. Et au fond, ce que j'ai voulu faire dans mon espérance d'un Européen, c'est un peu ça. Non pas parler d'une Europe abstraite et ennuyeuse, parce qu'elle ne touche pas les gens et elle paraît lointaine, mais parler des Européens, de ce qu'ils font, des espoirs qu'ils portent, et à partir de là, dire mon espérance.
Alors, le voyage, on pourrait en citer beaucoup, mais le voyage que je cite, il est très près de chez nous et dans une région qui vous paraîtra aussi un peu austère. Pardon pour ceux à qui je l'ai déjà raconté. Je suis un homme de l'Est et de la frontière entre la Lorraine et la Sarre. On va partir de Forbach, si vous voulez bien. Forbach, symbole de la désespérance française, le chômage, le Front National, etc. Et quand on traverse la frontière, on arrive dans le plus petit des Länder allemands, qui est la Sarre. Il se trouve que c'est chez moi, pour des raisons compliquées. Ma famille, qui est toujours restée française, habite depuis des générations dans ce land devenu allemand. Quand vous arrivez en Sarre, c'est la même terre, le charbon, l'acier défavorisé, etc. C'était même la même langue il y a quelques décennies, etc. Mais vous passez en 5 minutes d'un monde qui est au cœur de la crise à un monde où on ne parle plus de la crise. Et une des raisons, et là je vais arriver sur mes engagements et mes espoirs, c'est que j'ai découvert que mon voisin à côté de mon village, en Sarre, était un homme dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui s'appelle Peter Hartz. Peter Hartz, c'est l'inspirateur des réformes Schröder. Le fait que Peter Hartz soit là, de l'autre côté de la frontière, ça donne une explication à cette différence en 5 minutes de voyage. Il y a un pays qui a fait les réformes, puis il y a un pays qui ne l'a pas encore fait. Et les réformes Hartz, ça a été très douloureux, mais ça a marché. Et ce qui est intéressant, et on va y revenir, c'est qu'Hartz, il a encore plein d'idées demain sur ce qu'on peut faire, notamment sur le chômage des jeunes. Alors, à partir de ces 2 voyages, je prolonge juste 3 minutes en disant que mon engagement et mon espérance d'Européen, je crois qu'au fond, elles se fondent sur une identité de l'Europe et sur un projet pour l'Europe. Je vais aller très vite sur ces 2 points, mais je pense qu'on approfondira un peu dans notre discussion. Qu'est-ce que l'identité européenne ? Il y a 25 ans, on répondait self-confidence. Aujourd'hui, on ne peut évidemment pas répondre ça. Pour le dire très vite, la conviction que je développe dans ce livre, c'est que je crois qu'il y a peut-être 2 niveaux d'identité européenne. Il y en a une première, c'est le rez-de-chaussée. On en parle tout le temps. C'est la diversité même de l'Europe. Le fait, quand je regarde l'histoire, d'avoir réconcilié des peuples opposés par les guerres. Le fait, quand je regarde la géographie, d'avoir une variété des paysages et des villes absolument uniques au monde. La splendeur de nos cités. Le fait, quand je regarde les cultures, qu'à peu près toutes les grandes idées et courants artistiques ont leur genèse en Europe, y compris encore dans la trace de ce début du XXIe siècle. Donc le rez-de-chaussée, si j'ose dire, le premier niveau de l'identité européenne, c'est la paix dans la différence. Et quand le reste du monde nous regarde, je raconte un peu l'Europe vue d'Inde et de Californie, notamment le monde émergent, il admire et il envie beaucoup cette paix dans la différence. Mais ce rez-de-chaussée ne nous suffit pas, parce que c'est une identité un peu statique. Et je crois qu'en particulier pour la génération Erasmus, c'est comme l'air qu'on respire, c'est une évidence, et une évidence ne suffit pas à vous mobiliser. Donc il faut un premier étage ou un deuxième niveau. Et là, moi, je crois qu'il y a un modèle européen qui reste unique et qu'il faut que nous nous battions pour préserver. Préserver ne veut pas dire conserver, ne veut pas dire refuser les réformes. Au contraire, il faut changer pour préserver ce modèle européen. Mais si je reste dans l'ordre économique et social, il y a 3 composantes très fortes du modèle européen qu'on retrouve chez tous les Européens que j'ai rencontrés. Et que je détaille un peu, j'illustre dans ce livre. Il y a, quitte à surprendre, un génie européen de l'entreprise. Nous avons, nous, terriblement intériorisé l'idée que nous ne sommes pas doués pour les entreprises, que c'est réservé à la Silicon Valley ou à l'Asie montante. Non, il y a des entreprises magnifiques en Europe, mais elles sont marquées par un sens de la responsabilité sociale, et encore, je crois, parce que Michel Albert appelait il y a 20 ans le capitalisme rénant. Et j'y crois, et ça reste efficace, je vous le dis aussi comme un dirigeant d'entreprise et un banquier. Deuxième caractéristique du modèle européen, c'est bien sûr l'État, les services publics et la solidarité développée. Là, il y a une illusion française, si je peux l'évoquer tout de suite. Nous, Français, une des raisons pour lesquelles nous refusons le changement, c'est que nous avons un peu l'idée qu'il y a un modèle social français spécifique. Et que si nous avançons dans la voie de la réforme économique, de l'esprit d'entreprise, de l'innovation, nous allons perdre, nous allons devoir arbitrer notre modèle social français spécifique. C'est faux. Il y a un modèle social européen. Tous les pays autour de nous en ont plus ou moins les caractéristiques. Et quand vous regardez la
carte, la photographie, presque l'ADN de l'Europe, je vais citer un seul chiffre, le niveau de dépenses publiques par rapport au PIB, il est en moyenne dans la zone euro de 50%, c'est 10% de plus qu'aux États-Unis, c'est 20 à 30% de plus que dans les pays émergents. Donc là, il y a une vraie différence européenne. L'État, c'est l'Europe, comme je le dis dans mon livre, parce que nous avons des services publics et une solidarité beaucoup plus développée, et nous y tenons. Mais l'exception française, c'est pas d'avoir ça, c'est de payer beaucoup plus cher pour avoir ça, là où la moyenne des États de la zone euro, c'est à 50%, la France est à 57%, et là, il faut vraiment changer l'État et les services publics en regardant ce qu'ont fait les Européens autour de nous. Et puis, il y a un troisième élément de l'identité européenne dans l'ordre économique et social, et il est directement lié à la crise financière. Je ne vais pas détailler, mais je l'évoque juste. Je crois que nous, Européens, sommes attachés beaucoup plus que les Américains à ce que j'appelle une finance durable, une banque responsable. L'expression vous paraîtra peut-être contradictoire, mais j'y crois. Et puis une monnaie stable que nous partageons entre pays différents. C'est une réalisation absolument unique. Mais ces trois composantes-là, ingénieur européen de l'entreprise, des services publics développés et une finance durable avec une monnaie stable, ça nous différencie énormément du modèle chinois ou américain. Ça dessine au fond un modèle d'équilibre entre l'individu et la société. La culture américaine est plus individualiste, la culture asiatique repose plus sur la communauté. Et je crois que c'est un modèle qui vaut vraiment le coup d'être reconstruit et d'opérer une renaissance. Alors j'ai dit un projet, je le cite juste, parce que je pense que l'Europe a beaucoup besoin d'un projet aujourd'hui, et pas seulement de discussions sur la tuyauterie institutionnelle ou le traité de procédure budgétaire. On fait ça depuis 15 ans. Hein. Vous regardez de la Constitution Giscard, qui était très bien, jusqu'au six-pack et autres procédures budgétaires. Le projet auquel je crois, demain pour l'Europe, parce qu'il peut réunir le nord et le sud de l'Europe, c'est un grand programme pour le plein emploi des jeunes en Europe dans les 10 années qui viennent. Il y a 5 400 000 jeunes au chômage aujourd'hui en Europe. C'est le premier scandale. C'est la première désespérance, y compris pour la génération des parents et des grands-parents, en mobilisant l'apprentissage dans les pays, la mobilité européenne, un Erasmus de l'apprentissage, mais on pourra y revenir. Je suis convaincu que nous pouvons, sur les 10 ans, changer la donne là-dessus. Si vous me permettez une toute petite notation personnelle pour terminer, je termine ce livre en citant un proverbe que je crois est un proverbe slovène, en tout cas on me l'a vendu comme tel. C'est un proverbe paysan qui dit « accroche ta charrue à une étoile ». J'aime beaucoup cette phrase. La charrue, c'est la peine des temps, la reconnaissance des problèmes très lourds que nous avons. L'étoile, c'est ce qui nous fait avancer. Je crois que chacun d'entre nous a son étoile personnelle. Je parle dans mon livre aussi de ma foi chrétienne, pas pour prétendre donner la moindre leçon à ce titre, mais parce qu'au moins, je crois qu'elle nous donne cette grâce de ne pas avoir peur, et que les fondateurs de l'Europe, Robert Schuman ou Jacques Delors, ils ne voulaient pas construire une Europe chrétienne, mais ils n'avaient pas peur d'entreprendre, de risquer et d'espérer. Et puis, il y a une étoile collective, c'est de soigner enfin notre crise démocratique. Elle n'existe pas qu'en France, elle existe en Italie, aux États-Unis et ailleurs, mais en France, elle est quand même particulièrement aiguë. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur un point essentiel que vous avez montré du doigt, qui est le chômage des jeunes. Ce chômage des jeunes, il se traduit à travers l'Europe par des flux de population qui sont incroyables. Il y a deux alternatives en fait au chômage des jeunes. Soit on reste chez ses parents, on essaie de s'en sortir par la débrouille, le travail au noir, soit on va à l'étranger. Et on a vraiment des flux de population d'Europe du Sud vers le Nord, beaucoup de jeunes Grecs, de jeunes même d'Europe de l'Est. Hein, vous connaissez bien le sujet, qui vont vers l'Ouest, vers l'Angleterre, vers l'Allemagne. Dans ce livre, vous développez, 25 ans après Erasmus, presque un Erasmus professionnel, c'est-à-dire l'idée d'une formation professionnelle. La possibilité d'un jeune Français d'aller suivre une formation professionnelle en Allemagne. Comment concrètement cela pourrait-il être possible ? Alors, je détaille un tout petit peu l'idée, en sachant que c'est une idée que j'ai mise sur la table, partagée avec un certain nombre de gens, mais qu'évidemment, je ne prétends pas que tout soit réglé dans l'expertise. Mais ça part exactement de ce que vous dites, Éric, qui est que, d'abord,
il faut choisir nos priorités dans la désespérance ambiante. La priorité numéro 1, c'est évidemment le chômage. Et au sein du chômage, je crois, le chômage des jeunes, parce que, je le disais tout à l'heure, ça pèse sur toutes les générations. Ce n'est pas seulement un problème de la jeunesse. C'est le plus grand scandale, c'est le plus grand échec de notre génération que nous ne sachions pas offrir à ceux qui arrivent aujourd'hui des perspectives. Le livre, vous vous souvenez du livre Phénomène de Stéphane Hessel, Indignez-vous, qui a eu un magnifique succès. La bonne réponse à Stéphane Hessel, je crois que ce n'est pas les barricades, c'est un programme comme ça. Alors, ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire qu'il y a déjà beaucoup de mobilité des jeunes, vous le disiez, et qu'au fond, il y a un intérêt du nord et du sud de l'Europe à avancer sur ce sujet. L'intérêt du sud de l'Europe, c'est évident. Il y a 700 à 800 000 jeunes au chômage en France, comme en Italie, comme en Espagne. Évidemment, la Grèce et le Portugal aussi. L'intérêt du nord de l'Europe, c'est que le nord de l'Europe commence à manquer de bras. C'est vrai de l'Allemagne, on estime qu'elle peut avoir des besoins de recrutement jusqu'à 500 000 par an, mais c'est vrai aussi de la Scandinavie, des Pays-Bas et peut-être du Royaume-Uni. Tous les projets qui ont marché dans l'Europe réunissaient les intérêts du Nord et du Sud. Ils n'étaient pas forcément très globaux. Pensez au marché unique de Jacques Delors en 1985 ou encore moins glamour au charbon et à l'acier de Robert Schuman en 1950. Le programme pour l'emploi des jeunes, il doit reposer, à mon avis, sur deux volets essentiels, un volet national et un volet européen. Et ça aussi, c'est une caractéristique des programmes précédents que je citais. Le volet national, c'est notamment un développement massif de l'apprentissage dans les pays du Sud. Au passage, c'est un des plus grands scandales français. Nous avons 200 à 300 000 emplois non pourvus de la part des entreprises. Les entrepreneurs n'arrivent pas à recruter. Et nous avons un sous-développement incroyable de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais ils sont accablants. La France et l'Allemagne ont le même nombre de jeunes maintenant chaque année, puisque l'Allemagne est plus peuplée, mais notre démographie est meilleure. Il y a 600 000 apprentis, et même un peu moins en France. Il y en a 1 600 000, 2 fois et demi plus en Allemagne. Et le chômage des jeunes est 3 fois inférieur à l'Allemagne, ce qui est à la France. Donc développons massivement l'apprentissage. Tout le monde le dit, maintenant il faut le faire. Et puis il y a une composante européenne, c'est ce qu'on pourrait appeler l'Erasmus professionnel ou l'Erasmus de l'apprentissage. C'est que d'encourager un certain nombre de jeunes non qualifiés aujourd'hui à aller bénéficier d'une formation professionnelle de grande qualité dans les pays du Nord. Parce que ces pays du Nord, non seulement ils ont des besoins de recrutement, mais ils ont un appareil de formation professionnelle qui est le meilleur d'Europe. Alors là, l'idée, j'en ai pas mal discuté avec Peter Hartz notamment, c'est de dire chacun de ces jeunes qui accepte de passer une frontière, il emporte dans son sac à dos, on dit Rucksack en allemand, les Allemands aiment bien cette expression, cette image, 50 000 € qu'on lui donne et qui lui permettent d'acheter la meilleure formation possible. 50 000 €, c'est à peu près le coût de 3 années de formation dans une entreprise et une alternance en Allemagne ou en Suède. Bon. Alors évidemment, il faut qu'il soit formé à la langue, il faut qu'il soit un peu accompagné. Il reste quelques années dans ce pays, parce qu'il faut que l'entreprise en tire aussi les bénéfices. Et puis il a le choix après, et j'espère que le plus grand nombre d'entre eux reviendront dans leur pays d'origine. Il y a un certain nombre d'incitations au retour que je détaille, la reconnaissance des droits, etc. C'est un grand et magnifique projet européen. Mais imaginez l'enrichissement de l'Europe collectivement et de chacun de nos pays à avoir des centaines de milliers de jeunes. Ainsi, on n'en fera pas des ingénieurs superbement diplômés ou des bacs plus 7. C'est pas ça le but. On en fait des grands professionnels formés dans le meilleur appareil de formation d'Europe et qui ensuite vont venir remplir tous ces emplois non pourvus et puis créer de l'activité économique dans le sud de l'Europe, avec bien sûr une conscience européenne. On parle de la génération Erasmus qui est le fil directeur de cette journée. Là, on a une génération Europe. Nous proposons avec Peter Hartz de les appeler les Europatriés. Je crois que c'est un beau terme. Ils restent à la fois patriotes de leur pays, mais ils sont patriotes de l'Europe parce qu'ils l'ont vécu concrètement et ils portent les deux cultures. Avant de faire circuler un micro à chef pour des questions dans la salle, Antoine, on va parler de vos engagements, puisque là, on a un engagement concret. Vous, quel engagement prendriez-vous dans les années à venir pour une autre Europe ? Écoutez, moi, j'ai créé en Ukraine un institut d'études écuméniques en 2004, c'était il y a 10 ans. Et l'idée de cet institut d'études écuméniques, c'était qu'on ne pouvait pas mettre de côté l'intégration
religieuse et spirituelle des pays de l'Est à l'Europe et réciproquement. J'ai été très frappé en 2001, je travaillais à l'ambassade et le pape Jean-Paul II est venu en Ukraine. Tous les médias ont dit c'est une erreur, ça va mécontenter la Russie, etc. Et moi, ce que j'ai vu en Ukraine, c'était au contraire un pays qui se levait parce que pour la première fois, un grand leader mondial venait en Ukraine et reconnaissait la dimension européenne de l'Ukraine. C'est là que j'ai compris qu'il fallait repenser la relation entre religion et État en Europe, que j'ai créé cet institut d'études écuméniques, dont je reste le directeur du conseil d'administration. On a des projets chaque année assez importants. On forme une centaine d'étudiants chaque année, qu'on invite également en Europe occidentale. On fait des semaines sociales européennes pour faire des brassages et des rencontres entre les Ukrainiens, mais aussi les Russes et les Polonais et les Français, etc. On fait des programmes d'enseignement à distance aussi. Et l'un des projets d'enseignement à distance que j'ai, c'est un projet d'enseignement à distance en langue russe. Parce que malheureusement, la Russie est en train de s'isoler, de se replier sur elle-même. Il y a une sorte de monopole du patriarcat de Moscou, de l'Église orthodoxe, sur la formation des valeurs des jeunes générations russes. Ce qui fait que quand vous demandez à des Russes aujourd'hui, est-ce qu'ils pensent qu'il y a une guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ils disent non. Et ils ne voient pas du tout la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de l'Ukraine. Or, il y a eu plus de 4000 morts quand même, là, en l'espace de 2 mois du côté russe. On n'en parle pas dans les médias. Et donc, il faut désenclaver la Russie et permettre, et malheureusement, comme vous savez que les médias sont pas libres, les médias d'État en tout cas, et russes, et de plus en plus sur Internet. Maintenant, sur Internet, il y a une chose nouvelle qui est apparue il y a 1 mois, des articles sur Internet avec des barres noires qui censurent les articles. On n'avait pas vu ça depuis Brejnev. Donc voilà, il faut prendre conscience que depuis 1 an, il y a eu une accélération de la censure. Et pour moi, la solution, puisqu'on a la chance de vivre dans une époque globalisée, c'est l'enseignement à distance et permettre d'expliquer que l'Europe, c'est pas comme on le dit tous les jours sur les radios russes, le lieu de la décadence. Si Poutine a voulu créer une union eurasiatique, c'est quand même ça l'enjeu. Janvier 2015, création de l'union eurasiatique, c'est parce qu'il pense que le modèle de l'Union européenne est mauvais et conduit à la décadence des valeurs, etc. Donc il y a un vrai débat à avoir avec les Russes sur cette question des valeurs et de montrer que l'espérance de vie en France, elle augmente alors qu'en Russie, elle diminue. Il y a un modèle social dont parlait François tout à l'heure qui est important et qui n'existe pas en Russie. La Russie, c'est un pays au taux d'alcoolémie le plus élevé au monde. Il y a effectivement des inégalités croissantes de richesse. Et donc, il ne s'agit pas d'accabler. Il s'agit de dialoguer pour qu'on puisse se rencontrer et dire tout n'est pas parfait chez nous, c'est vrai. Mais on a aussi des choses à partager, et notamment cette idée d'une fédération des États-nations européens qui a permis de discuter ensemble, et encore hier, de prendre des décisions fortes à Bruxelles sur les questions de l'environnement, du CO2, etc. Je pense que c'est des choses à partager, et donc moi je me suis engagé par l'intermédiaire de cet institut à créer cet enseignement à distance, non seulement en ukrainien, en anglais et en français, mais aussi maintenant en langue russe. J'aimerais qu'on dise un mot quand même de votre ouvrage, parce vous en parlez déjà avec passion, Russie-Ukraine, de la guerre à la paix, parce que il me semble mettre le doigt là aussi sur 2 sujets essentiels dont on n'a pas connaissance ici. C'était une guerre, et le tort peut-être des médias tout confondus est d'avoir montré la guerre et pas véritablement les chemins qui menaient à la paix. Or, pour la première fois, je trouve, dans votre ouvrage, il y a cette idée que dans l'Ukraine, il y a la culture russe et la culture ukrainienne qui cohabitent depuis toujours. Or, ces 2 notions ont été tout le temps opposées dans la présentation des faits. Vous les faites cohabiter. Oui, c'est très important pour moi. Là, je suis en train d'écrire un post-scriptum pour la traduction en langue russe de mon livre et la traduction en langue anglaise sur les événements qui se sont produits depuis juin jusqu'à nos jours. Et j'insiste sur ce point.
c'était pas facile pour les observateurs et pour les médias occidentaux de comprendre ce qui se passait en Ukraine, parce que tout le monde ne maîtrise pas l'ukrainien. Il n'y a pas de lieu en France où on enseigne l'ukrainien, à part à l'INALCO, et à Paris 4 et à Clermont-Ferrand. Donc c'est comme un trou noir de notre conscience. Or, c'est le plus grand pays d'Europe. Il y a 45 millions d'habitants. C'est pas les pays baltes, c'est gigantesque. Et donc, voilà, moi je comprends les médias, mais maintenant il faut que les médias réalisent, avec cette révolution de la dignité, il y a eu entre le 21 novembre et le 22 février, pendant plus de 4 mois, une population d'une nation entière qui s'est battue dans le froid, et alors qu'on leur tirait dessus, il y a eu plus de 100 morts sur la place Maïdan, un peuple qui s'est battu pour la justice et la dignité, et qui a vu que c'était aussi des russophones et des ukrainophones qui tombaient sur la place Maïdan, qu'il y avait des Tatars et des Juifs qui tombaient sur la place Maïdan. Et donc ils ont pris conscience, ce qu'on a pris conscience en France en 1789, que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité étaient plus importantes que Languedoc, Languedoil, catholiques, protestants. Eux, c'est ce qu'ils comprennent aujourd'hui. C'est qu'ils ont beau être catholiques, orthodoxes, russophones, ukrainophones, il y a quelque chose de bien plus puissant qui les unit. C'est l'idée d'une nation fondée sur les valeurs de dignité et de justice. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement demandeurs d'Europe. Ils sont conscients, toute leur famille ont envoyé quelqu'un en Europe ces dernières années. Ils savent que c'est pas facile, mais ils savent que en France, les CRS sont a priori, il y a un droit de manifester, il y a un droit de s'exprimer, il y a une justice qui n'est pas corrompue. Voilà, ils savent tout ça et ils veulent appartenir à cette grande famille de la civilisation européenne, quoi. Et puis d'un mot, même si l'exercice est très compliqué, le système Poutine, je trouve que les chapitres consacrés au système Poutine sont aussi des moments qui assez révélateurs, je dois dire, parce que Poutine est toujours présenté comme le tenant d'un régime, un régime dur, ce qu'il est dans le fond, mais on se limite souvent à une grande idée qui serait de faire renaître de ses cendres l'Union soviétique, mais pas seulement, parce qu'on oublie par exemple les relations plus que troubles avec l'Église orthodoxe, comme à l'époque des tsars. Donc on a une sorte de mix historique que Poutine remet au centre du jeu. C'est vraiment très compliqué de dire ça en trois phrases, hein, mais c'est vraiment une idée qui vous tenait à cœur également. Oui, non, je pense que c'est important. En France, on a eu raison de distinguer le politique du religieux. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Et en Russie, le problème, c'est qu'on a voulu, au contraire, voyant la crise du néolibéralisme, on a voulu, le seul modèle qui existait, c'était la symphonie byzantine. Et donc, on est revenu à l'époque des tsars. Où effectivement le patriarche est pieds et poings liés avec le président avec le Kremlin. Et bien entendu que là, c'est terrible, c'est la culture eurasienne, la culture vraiment de Gengis Khan qui revient au galop. Et à mon avis, la discussion qui est intéressante aujourd'hui, c'est de trouver le bon milieu. Et le bon milieu, pour moi, c'est Montesquieu, c'est l'esprit des lois, c'est de dire, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Et il s'agit de repenser tout ça pour permettre aussi aux religions d'avoir une parole publique et en même temps de ne pas imposer ses vues sans respecter la liberté de conscience de chaque citoyen, quoi. Des questions dans la salle peut-être? Nous sommes un peu en retard, s'il n'y en a pas, nous continuons. Mais oui monsieur, je ne sais pas où sont les micros, donc vous allez peut-être parler très fort. Bonjour. Attendez, un micro arrive monsieur. Ce sera plus simple pour ceux qui nous regardent sur le web. D'ailleurs, après, je m'adresse à la régie, ce sera les réseaux sapiens de Jules. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, j'avais une question destinée essentiellement à M. Viol-Roy de Gallo, mais si M. Arjakovski a quelque chose à ajouter, qu'il n'hésite pas, bien sûr. Cette question, en fait, c'est... je crois que l'un des problèmes qui sont reprochés à l'Europe, c'est de ne pas vraiment s'occuper des besoins économiques des Européens. Et donc, comme vous avez fait allusion à la finance durable, je pense que l'un des moyens, ça serait
de consacrer davantage la finance vers l'économie. Et donc, voilà comment vous voyez cette possibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible à court terme, à moyen terme, et dans quelles conditions? Quand vous dites économie, vous voulez parler du social? Non, de Non, l'économie d'économie réelle. De la croissance et l'emploi. Les entreprises, bon, ça peut être aussi pour des besoins sociaux, mais D'accord. pas uniquement. Non, D'accord, c'est très pas. bien. Voilà. Merci, monsieur. D'abord, je vous rejoins tout à fait dans le constat de votre question. Un des reproches qui est fait à l'Europe, c'est de ne pas s'occuper assez des problèmes des Européens. Je pense que c'est le grand reproche qui est fait aujourd'hui à l'Europe. Alors, il est en bonne partie injuste. Mais le fait est que l'Europe est vue aujourd'hui comme une réalité un peu abstraite, une institution lointaine, Bruxelles. Et une des choses que j'ai vraiment voulu un peu retourner dans ce livre, c'est de parler davantage des Européens et de leurs problèmes. J'écris d'ailleurs à la fin que je crois que ce n'est pas la peine aujourd'hui de faire de grands rêves institutionnels. J'en cite un qui anime probablement un certain nombre d'entre nous, c'est le rêve fédéral ou les États-Unis d'Europe. J'en rêverais. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la réponse aux attentes de nos concitoyens. Et que ce n'est pas la peine d'aller parler de grandes tuyauteries et de très grands changements tant que nous n'avons pas résolu la croissance, l'emploi et les premiers mal-être des Européens. Alors, quel peut être le rôle de la finance là-dedans? Vous avez posé votre question de façon extrêmement soft, et je vous en remercie. Il arrive qu'elle soit posée de façon plus offensive, en disant, voilà, vous, banquiers, vous êtes responsable de la crise financière, est-ce que vous en êtes bien conscient, et est-ce que vous n'avez pas totalement perdu de vue votre mission? Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez, mais je vous mets à l'aise, parce qu'il arrive qu'on me pose la question comme ça. Et je trouve ça normal qu'on me pose la question. Je trouve normal qu'il y ait une vraie colère de la société et des Européens après la crise financière, en disant, il y a des gens qui sont responsables d'une catastrophe. Et d'une catastrophe qui ne s'est pas traduite seulement sur les marchés financiers, malheureusement, mais dans la vie concrète de beaucoup de gens, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, et paradoxalement d'ailleurs, parce que c'est une crise née aux États-Unis, il n'a échappé à personne d'entre nous que les conséquences de la crise sont plus lourdes en Europe qu'aux États-Unis où elle était née. Alors j'entends cette colère, mais je crois en même temps qu'il faut savoir la dépasser, et que reconnaître ou tracer la perspective de ce que j'appelle une finance durable. Je ne vais pas être long sur le sujet parce que, je vous rassure, on n'a pas le temps, mais je voudrais vous dire ma conviction là-dessus. C'est quoi la mission d'une finance durable et de ce que j'appelle dans le livre des banquiers responsables? Je vous propose une phrase très simple. Financer les projets des uns en gérant l'épargne des autres. L'épargne des autres, c'est les épargnants que nous sommes, en général. Les projets, c'est les entrepreneurs qui ont besoin d'emprunter ou les ménages qui ont besoin d'un crédit immobilier. Vous voyez, quand on parle de la banque en ces termes, c'est une mission de service, d'intermédiaire entre les uns et les autres, qui sont des personnes avec leurs projets et leur situation de vie. Alors, vous pourriez dire que vous avez l'impression que la finance d'aujourd'hui est très loin de ça. Je ne crois pas. Il y a eu des abus, il y a eu des excès, il y a eu une ivresse des innovations financières, une ivresse de la cupidité de la part de certains acteurs. Je pense qu'il est resté quand même beaucoup de banques responsables, notamment plutôt parmi les banques françaises. Ça ne veut pas dire du tout qu'elles soient irréprochables. On a reproché légitimement à BNP Paribas l'affaire des embargos américains, vous en souvenez peut-être au printemps dernier. Nous avons reconnu qu'il y avait eu des manquements. Il y a plusieurs années, nous nous sommes beaucoup renforcés depuis et nous allons continuer à le faire. Mais l'essentiel pour la finance durable, et là c'est directement la réponse à votre question, comment la mettre au service de l'économie au sens de la croissance, la création d'emplois, les projets des entrepreneurs que je raconte dans mon livre. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont des projets formidables en Europe d'innovation. Il n'y a pas besoin d'aller en Californie ou en Chine pour trouver des entrepreneurs qui veulent se battre et développer l'Europe. Mais cette finance durable, elle est là pour financer leurs projets,
je crois qu'elle peut exister. Elle le fait avec un certain nombre d'innovations qui sont utiles. La régulation a été considérablement renforcée. C'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis 2008-2009. Je trouve au passage que les gouvernements européens et américains communiquent très mal là-dessus. Tout le monde est parti de l'idée qu'il ne s'est rien passé depuis la crise financière. Ça a considérablement changé. Donc les règles enserrent maintenant beaucoup plus strictement les banques dans cette mission-là. Mais les règles, de toute façon, ne suffiront jamais. Il faut une conscience personnelle et professionnelle. Il faut une responsabilité des banquiers. Voilà, faites-moi juste le crédit, c'est un mot de banque, mais faites-moi juste le crédit que j'essaye, et que je suis très loin d'être le seul, que je crois que la grande majorité des professionnels sont attachés à aller dans ce sens, parce que c'est à ça qu'on sert. François Villeroy de Gallo, auteur de L'Espérance d'un Européen chez Odile Jacob, et Antoine Arjakovski, auteur de Russie-Ukraine, de la guerre à la paix. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir apporté ainsi quelques éclairages. Je vous propose pour ceux qui nous regardent sur le web, il y a la possibilité de poser vos questions via Twitter avec le hashtag Erasmus25 et